Que ce soit scientifique ou artistique, rien n'est jamais gratuit au Vatican. Chaque geste doit contribuer à la grandeur de l'Église, et certains papes l'ont plus mis en pratique que d'autres. Notamment dans ce bâtiment situé à 200 mètres de la Tour des Vents, la chapelle Sixtine. Avant même que Michel-Ange n'arrive dans la chapelle Sixtine, c'était déjà un espace d'une beauté extraordinaire. Parallèle à la basilique Saint-Pierre, c'est un bâtiment massif de 40 mètres de long, quasiment conçu comme un ouvrage militaire. Car avant même de devenir cet espace mythique où l'on élit les nouveaux papes dans le plus grand secret, la chapelle Sixtine était déjà un lieu stratégique. À chaque fois qu'une liturgie se déroulait dans cet espace, vous aviez toute la hiérarchie de l'Église dans une seule pièce. Donc le bâtiment a été également construit pour assurer une certaine sécurité. Pour cette raison, il a été très facile d'adapter la fonction de la chapelle Sixtine à ce site où les futurs pontifes seraient élus. Avant l'intervention de Michel-Ange, la chapelle a déjà été sublimée par des peintres tels que Le Pérugin ou Botticelli. Michel-Ange, lui, est censé redécorer le plafond en représentant simplement les 12 apôtres. Un programme pas suffisamment ambitieux pour cet artiste intransigeant. Le tout était couronné par un magnifique ciel bleu lapis-lazuli, moucheté d'étoiles dorées. Mais le plafond commençait à s'écailler. Et cet homme, qui ne fait jamais les choses comme les autres, a commencé à imaginer une décoration qui ne ressemblerait à rien de ce que l'on avait vu auparavant. Le défi n'est pas seulement artistique, il est aussi physique et technique, car il faut peindre plus de 1000 mètres carrés de surface, et ce, à 20 mètres au-dessus du sol. Pour accéder au plafond, l'architecte Bramante conçoit un échafaudage. Mais Michel-Ange le refuse, car la structure fixée dans la voûte laisserait des trous dans son œuvre. Michel-Ange et Bramante ne s'entendaient pas très bien. Alors Michel-Ange a dit qu'il s'en occuperait lui-même. L'échafaudage en bois que Michel-Ange conçoit n'est pas accroché au plafond, mais repose sur des tenons fixés au-dessus des fenêtres de la chapelle. Le pont sur lequel travaille l'artiste suit la courbure du plafond pour limiter les efforts d'une tâche extrêmement inconfortable. Le pont lui permettrait d'être toujours à la même distance, donc grosso modo, juste à une longueur de bras. La technique de peinture exigeait qu'il se tienne debout, la tête rejetée en arrière. Il y avait de grands dessins préparatoires de ce qui allait exactement se retrouver sur chaque section du plafond. Ils étaient appliqués et incisés ou perforés, et il guidait sa main pendant qu'il travaillait. Luttant contre les crampes, migraines et autres torticolis pendant plus de 3 ans, Michel-Ange illustre des scènes de la Bible en jouant avec les reliefs de la voûte. Le sculpteur de formation réalise une peinture si organique que ses personnages semblent en mouvement. À mi-chantier, quand l'échafaudage est déplacé pour peindre la seconde partie de la voûte, tout le monde découvre enfin son travail et c'est une révélation. Il a été salué comme un chef-d'œuvre dès les premiers instants. Le pape était aux anges et tout le monde a été émerveillé par cette œuvre, qui a vraiment eu un impact sur l'art dans les décennies qui ont suivi. Si Michel-Ange a laissé une empreinte exceptionnelle à travers la chapelle Sixtine, il ne faut pas oublier sa contribution à la réalisation de cet incroyable édifice qui trône juste à côté. Le tambour, conçu par Michel-Ange, a en effet inspiré son successeur, l'architecte Della Porta, qui a lui-même posé un dôme dessus. Pour mettre en valeur l'ensemble, le Bernin a ajouté une touche de génie avec cette place au dessin si original. Mais depuis 350 ans, l'histoire architecturale du Vatican est bien plus calme. Il faut dire que les terrains disponibles dans le plus petit État du monde sont limités.
Et il en faut de l'imagination quand il s'agit de stocker des archives faramineuses. Dans les archives apostoliques vaticanes, on compte 80 km linéaires, ce qui est considérable. Où peut-on bien stocker 80 km de documents dans un territoire d'1 demi-kilomètre carré? Que contiennent donc ces archives? Et pourquoi les a-t-on appelées archives secrètes pendant plus de 400 ans? Pour avoir des réponses, il faut se rendre dans la cour de la Pigne. Là, sous les pieds des visiteurs des musées du Vatican, se cache un trésor insoupçonné. 1 tonne de documents historiques protégés par un bunker en béton de plus de 5000 m² sur 2 étages. Un bâtiment ventilé, conçu pour résister aux flammes et évacuer l'humidité à l'extérieur de la structure. Pour conserver les écrits, les plus précieux et les plus fragiles, les architectes ont imaginé un espace supplémentaire à chaque étage. À l'intérieur de ces salles spéciales, la température et le taux d'humidité sont constants. Il faut dire que certains documents ont plus de 1000 ans d'existence. Parmi les plus spectaculaires, il y a des documents qui datent du XIIIe siècle, parmi les plus anciens écrits en langue mongole. On peut penser aussi aux actes du procès de Galilée, qui sont assez impressionnants, ou encore des documents qui viennent excommunier Luther au XVIe siècle. Ce sont des documents marquants d'histoire intellectuelle, religieuse ou tout simplement des relations diplomatiques qui sont conservées ici. Parmi les pièces soigneusement conservées, une enquête pour le procès des chevaliers templiers rédigée sur un parchemin de 33 mètres. Ou ce document du XVIe siècle, la demande d'annulation du mariage du roi d'Angleterre Henri VIII, demande accompagnée par les 81 sceaux des lords qui signent le document. En dehors des salles spéciales du bunker, ce sont des documents moins fragiles, de simples actes administratifs ou de la correspondance diplomatique, de toutes les époques et de tous les pays. De quoi alimenter les fantasmes autour d'une institution au nom trompeur, les archives secrètes du Vatican. Le terme d'archives secrètes du Vatican, qui était utilisé depuis le XVIIe siècle, renvoie au terme secretus en latin, qui rappelle la dimension personnelle, privée de ces archives, et absolument pas une dimension cachée. C'est pour éviter cette confusion que le pape François, en 2019, change le terme d'archives secrètes du Vatican en archives apostoliques vaticanes.